Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo face caméra. Désolé, c'est un concept un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'on n'a pas forcément les droits sur les images de la Coupe du Monde actuelle, donc on est obligé de faire avec les moyens du bord. Cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball qui va m'accompagner pendant tout le mois de décembre. Cette application, si vous ne la connaissez pas et que vous pouvez directement télécharger sur un smartphone Android ou sur un iPhone, c'est tout simplement l'application numéro 1 sur le football où vous pouvez suivre en actualité et en direct les différents résultats de vos matchs préférés, de vos équipes préférées, de vos championnats préférés. Donc si vous n'avez pas encore cette application, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou bien dans l'espace commentaire. Le premier quart de finale se jouera entre la Croatie et le Brésil. Alors les Croates ont eu la chance d'éliminer les Japonais au tir au but avec notamment un excellent Livakovic dans les cages qui a pu arrêter 3 tirs japonais. Et il faut savoir qu'aussi l'une des forces principales de cette équipe croate, c'est sûrement le trio au milieu de terrain. Modric, Brozovic et Kovacic, qu'on ne présente plus, qui sont vraiment les trois complémentaires entre eux. Et on sent vraiment que quand l'un d'eux a le ballon, on sent que les deux autres vont commencer à osciller autour du porteur du ballon pour essayer de demander le ballon dans une zone libre. Ensuite, on a aussi ce bloc défensif qui est vraiment très consistant, qui est vraiment très solide, notamment avec la présence probablement du meilleur défenseur depuis le début de ce mondial, Josko Gvardiol, qui est étincelant aussi bien au sol que dans les airs et qui ne laisse vraiment rien passer. C'est vraiment très difficile de trouver des espaces dans ce bloc croate. Mais après, c'est vrai que le jeu croate, c'est un peu terne en termes d'occasion, c'est un peu monotone. On applique toujours un peu la même stratégie, c'est-à-dire des centres piqués dans l'axe en espérant qu'un attaquant puisse reprendre le ballon et marquer de la tête ou bien faire un contrôle un petit peu hasardeux et essayer de mettre le ballon dans le filet. Mais à part ça, c'est toujours très identique, très répétitif comme action. Ce qui me fait un peu peur, c'est quand tu vas te retrouver face à des défenseurs brésiliens qui, eux, sont plutôt habiles de la tête. On n'est pas sûr que ce genre de stratégie va fonctionner pour ouvrir le score contre la grande équipe brésilienne. Et justement, le Brésil, j'aimerais en parler un petit peu. Donc voilà, le Brésil, c'est probablement l'équipe qui donne le plus de rythme, le plus de joie sur le terrain. C'est celle qui va vraiment combiner plusieurs passes, qui va essayer d'apporter des gestes techniques, qui va essayer d'élargir le jeu sur les côtés. C'est vraiment une équipe où tout va à 2000 et vraiment il est très difficile de les suivre sur le terrain. Et on sent vraiment que c'est une équipe qui va se procurer un maximum d'occasions pour essayer au maximum d'aller chercher un résultat. On l'a très bien vu contre la Corée du Sud. Ils ont marqué 2 fois en 10 minutes. Le match était vraiment plié au bout de 10 minutes. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même aussi de grosses individualités. Voilà, Tite, il a vraiment trouvé son 11 au départ. Il ose aussi le schéma très offensif en mettant vraiment 5 joueurs à caractère offensif. Aussi bien Neymar et Paqueta qui se retrouvent plutôt au milieu de terrain, mais très haut sur le terrain, très proche d'un Richarlison par exemple. Et c'est vrai que voilà, il a vraiment cette intention d'aller causer des dégâts à la surface adverse et vraiment de mettre une pression haute sur les cages adverses pour essayer de marquer un maximum de buts. Après, c'est vrai que pour le Brésil, est-ce que le mondial a vraiment commencé? Pour le moment, ils ont joué contre la Serbie, la Suisse, la Corée du Sud. Est-ce que ce sont vraiment des adversaires à leur portée? Est-ce que ce n'était pas vraiment des matchs un petit peu trop faciles à leur égard? Donc, ça va être un petit peu... Maintenant, la compétition va s'ouvrir davantage. Et est-ce que le Brésil aura les ressources mentales pour aller le plus loin possible? En tout cas, il faudra voir comment est-ce qu'ils vont gérer cet aspect-là. Donc voilà, c'est vrai qu'en termes de pronostic, on trouve quand même très peu de défauts à cette équipe brésilienne. Et j'ai envie de dire qu'ils vont sûrement une nouvelle fois massacrer une nouvelle équipe qui sera donc la Croatie en phase 2. Et je n'hésite pas à dire qu'ils peuvent gagner le match 3-0. Le deuxième match des quarts de finale se jouera entre les Pays-Bas et l'Argentine. Deux équipes qui se sont donc qualifiées plutôt aisément. Les Pays-Bas ont su gérer leur match contre les États-Unis en gagnant 3-1. Les Argentins menaient au score 2-0 contre l'Australie pour finalement gagner que 2-1. Mais dans l'ensemble, c'était des matchs où ils avaient le contrôle, où ils ont su gérer la pression et ils n'ont vraiment pas eu de difficulté pour s'imposer et se qualifier en quart de finale. Je vais commencer d'abord par les Pays-Bas. Alors, l'une des grosses qualités quand même des Néerlandais, c'est sûrement cette défense bien regroupée. On sent que Van Gaal donc, joue à 5 derrière.
avec une charnière à 3, Ake, Van Dijk et Timber, qui justement sont capables de fermer les espaces adverses. On a très bien vu que par exemple les États-Unis avaient la possession de la balle, mais ils n'ont jamais réussi à l'exploiter à la perfection. Ensuite, on sent vraiment que c'est une équipe qui ne se précipite pas, qui ne panique pas. C'est vraiment une équipe qui, quand elle n'a pas le ballon, ils sont vraiment capables de gérer cette pression et de vraiment essayer de déstabiliser l'équipe adverse. On sent aussi que la présence au milieu de terrain d'un De Jong, qui est aussi bien créateur que récupérateur, est un véritable plus pour justement essayer de changer le rythme du match et de passer d'une phase défensive à une phase offensive de la meilleure des manières. Après, c'est vrai que pour le moment, les Néerlandais, on espérait quand même beaucoup mieux, beaucoup plus de cette équipe. Van Gaal est en train de nous proposer un jeu un petit peu boring, comme disent les Anglais. Voilà, on sent vraiment que le coach néerlandais n'a rien à foutre de comment est-ce qu'il peut gagner cette Coupe du Monde. Lui, c'est juste le résultat qui compte. Après, c'est totalement normal, mais c'est vrai qu'on espérait quand même un petit peu plus, notamment dans tout ce qui est animation offensive, dans tout ce qui est vraiment disposition tactique et tout ça. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la Coupe du Monde. En face sera donc l'Argentine, et l'un des points positifs de l'Argentine, c'est bien entendu le numéro 10 de l'Albi Céleste, Lionel Messi, qui est carrément l'homme à tout faire de cette sélection. C'est celui qui va te débloquer une situation sur un tir au ras du sol, sur une action, sur un passement de jambe, sur un dribble, sur n'importe quoi. Vraiment capable d'être ce leader sur le terrain, comme il l'a très bien fait aussi bien contre le Mexique où il a débloqué la situation, et il a aussi fait contre l'Australie où c'est aussi lui qui marque le premier but. On sent aussi que Scaloni est en train de revoir ses plans depuis la défaite contre l'Arabie Saoudite. Il n'a pas hésité à faire sortir du 11 du départ, on va dire, les vétérans, Lautaro Martinez, Papu Gomez, Paredes aussi, pour mettre en place les jeunes pépites de demain. Donc il y a Enzo Fernandez qui est en train de se déployer davantage, Julian Alvarez qui est déjà à 2 buts dans ce mondial, et il y a aussi, je crois, McAllister qui est vraiment pas mal sur le côté gauche et qui est vraiment assez complémentaire du Lionel Messi sur le terrain, et ça fait extrêmement plaisir à voir, surtout que l'Argentine a été impactée par la blessure de Lo Celso juste avant la compétition. Il faut aussi en avant cette grinta défensive. Pour le moment, on n'a peut-être pas eu encore vraiment d'adversité, aussi bien Australie, Mexique, Arabie Saoudite. C'était pas non plus des grosses équipes contre lesquelles l'Argentine a pu s'affronter. Mais on sent vraiment que, par exemple, il y a le général Otamendi qui est en train de rehausser un petit peu son niveau de jeu et qui est bien épaulé aussi par le sergent Cuti Romero, qui sont vraiment très bons dans le pressing et qui sont très bons aussi dans la récupération. Et ça, c'est vraiment un aspect très important, notamment pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. En termes de points négatifs par rapport à l'Argentine, on a vraiment tendance que le jeu est un petit peu décousu, qu'il n'y a pas vraiment d'organisation tactique. On essaie vraiment de faire confiance à certaines individualités pour faire le jeu et qu'on a encore un petit peu du mal vraiment à se trouver dans les espaces. Mais peut-être au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure de la compétition avance, ça va s'améliorer. Je dirais vraiment en termes de pronostic que l'Argentine a vraiment les armes pour vraiment transpercer la défense néerlandaise, soit par une combinaison de passes, soit par un jeu rapide, soit par un tir lointain. Je ne sais pas comment ça peut passer, mais je dirais vraiment que l'Argentine peut gagner ce match 1-0. Dans les quarts de finale de samedi, on retrouve donc le Maroc qui affrontera le Portugal. Alors, le Maroc a eu la chance d'éliminer l'Espagne au tir au but avec un excellent Yacine Bounou dans ses cages, alors que le Portugal a notamment étrié la native 6-1, qui n'avait vraiment fait aucun cadeau, même avec l'absence de Cristiano Ronaldo qui était sur le banc de touche à ce moment-là. Donc, par rapport au Maroc, une des grosses qualités marocaines, c'est sûrement cette stabilité défensive à toute épreuve. Depuis le début de la compétition, ils n'ont encaissé qu'un seul but et ils ont vraiment su contenir aussi bien les attaques espagnoles, croates que belges, et ils sont vraiment en train de démontrer une certaine solidarité derrière qui leur vraiment permet de prendre le dessus dans n'importe quelle situation. Ça en vient à mon deuxième point qui est tout simplement le mental des Marocains, qui vraiment, on a une équipe de guerriers sur le terrain. C'est impressionnant à voir. On sent vraiment qu'ils sont tous concernés par l'objectif final d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde et de pourquoi pas créer une surprise. On sent vraiment qu'ils ont su gérer tous les bons coups et on ne se sont vraiment jamais démontés face à l'adversité. En chef de file, on a quand même au milieu de terrain, on a Amrabat qui
qui est sûrement l'une des figures de cette sélection marocaine, qui ratisse un nombre incalculable de ballons au milieu de terrain. On a aussi Romain Saïs, le capitaine, qui est impeccable sur n'importe quelle intervention qu'il peut exercer. Et il y a aussi, bien entendu, Achraf Hakimi, qui est aussi intenable sur son côté droit, qui a vraiment envie d'en découdre dans n'importe quelle action, qui nous a aussi délivré une magnifique panenka pour qualifier son équipe pour les quarts de finale. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de voir comment est-ce que le Maroc va pouvoir se comporter en quart de finale. Parmi les 8 équipes restantes, c'est sûrement l'équipe la moins expérimentée à ce stade de la compétition, mais qui justement peut se servir de cette insouciance pour aller le plus loin possible et pourquoi pas aller chercher un résultat contre le Portugal. Quant aux Portugais, eux, ils nous impressionnent de plus en plus match après match. Ils avaient déjà fait sensation lorsqu'ils avaient gagné, je crois, 3-1 contre le Ghana. Et ensuite, ils ont vraiment cette volonté de toujours tenir le ballon pendant 90 minutes. On sent vraiment que les Portugais étouffent le jeu adverse, avec notamment les mouvements à répétition d'un Bruno Fernandes associé à celle d'un Bernardo Silva, qui sont vraiment deux joueurs inarrêtables et qui sont un danger constant pour n'importe quel adversaire. Ensuite, on sent aussi que voilà, les Portugais ont un véritable rapport de force. Ils sont capables de déjouer n'importe quel pronostic. Ils viennent de le démontrer en huitième de finale où ils ont écrasé 6-1 la Suisse. Et pourquoi pas, avec cette mentalité, avec justement cette satisfaction du résultat, d'aller le plus loin possible et d'être le plus ambitieux possible pour aller chercher, pourquoi pas, leur premier titre en Coupe du Monde. Un des défauts qu'on peut avoir, c'est sûrement l'attitude de Cristiano Ronaldo. Alors, je ne sais pas si tout ce qui se dit dans les journaux, c'est vrai ou pas, mais c'est vrai qu'on ressent un petit peu, il est quand même le capitaine de la sélection, il peut peut-être donner un petit peu plus de négativité dans ce groupe qui est déjà très positif. On a vraiment, même lorsqu'il est sur le terrain, on a l'impression que c'est plus le même Cristiano Ronaldo d'il y a 10 ans. Il est toujours hors tempo, il demande le ballon dans les plus mauvaises conditions, il est souvent hors jeu lorsqu'il fait un appel. C'est un petit peu bizarre de voir un Cristiano Ronaldo de cette manière-là. Et je pense vraiment que Fernando Santos va encore une nouvelle fois se passer de ses services pour ce quart de finale contre le Maroc. Donc en termes de pronostic, je dirais que le Maroc peut créer une sensation et pourquoi pas aller proposer une prolongation aux Portugais. Mais après, j'ai un petit peu peur que ça soit un petit peu juste, notamment peut-être physiquement, et que le Portugal trouve les ressources mentales pour aller chercher un résultat 1-0 sûrement en prolongation pour le Portugal. Enfin, le dernier quart de finale se jouera entre la France et l'Angleterre, sûrement l'affiche la plus excitante, la plus alléchante de ces quarts de finale, notamment parce qu'elle me concerne, elle nous concerne tous. Donc c'est vrai que l'Angleterre aujourd'hui, c'est sûrement l'équipe la plus efficace depuis le début de ce mondial. Ils en sont déjà à 12 buts marqués avec une expected goal de à peu près 6. Donc ils sont capables de marquer dans n'importe quelle situation. Ils sont aussi capables de montrer que le danger peut venir de n'importe quel joueur, aussi bien Bellingham, aussi bien un ailier, aussi bien un rentrant sur le terrain, aussi bien un Rashford, aussi bien un Foden, aussi bien un Henderson. Je peux te citer toute l'équipe anglaise, le danger vient de partout. Ça nous vient donc à notre deuxième point, tout simplement la profondeur du banc. Southgate est en train à chaque fois d'adapter son système de jeu par rapport à l'adversaire. Il nous a donc créé une surprise en mettant un milieu de terrain à 3 avec Henderson associé à Declan Rice et Bellingham. Et ça a parfaitement fonctionné. Le capitaine Erez a été étincelant lors de son huitième de finale contre le Sénégal. Ils sont en train de démontrer que n'importe quel rentrant sur le terrain est capable de faire une différence et d'aller marquer un but. Après, c'est vrai que même si on sent vraiment que le jeu s'est fortement amélioré par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé en Ligue des Nations en juin dernier, on a quand même encore du mal à comprendre ce que Southgate va faire dans ce genre de situation. Pour le moment, tout s'est bien passé, mais est-ce que si son équipe est en difficulté, est-ce qu'il va trouver les bons mots? Est-ce qu'il va trouver la solution tactique pour changer la physionomie du match et la mettre à son avantage? Ça, c'est une grosse interrogation par rapport à la sélection anglaise. Côté France, bien entendu, une des principales qualités, c'est un joueur qui s'appelle Kylian Mbappé, qui est le joueur le plus en forme depuis le début de cette compétition. 5 buts inscrits, 2 passes décisives, sûrement l'un des meilleurs joueurs de ce mondial, celui qui est capable de combiner alliance technique, précision, rapidité. Il est tout simplement le facteur X de ce match et on ne sait pas vraiment comment est-ce que les Anglais vont pouvoir s'adapter
face à un tel joueur. Ce que j'ai bien aimé aussi par rapport à cette équipe française, c'est le sacrifice de certains de ses joueurs. On a beau avoir critiqué Griezmann et Adrien Rabiot avant le début de la compétition, ce sont quand même des joueurs qui équilibrent au mieux le jeu des Bleus et qui rassurent dans chacune des phases défensives. Ils sont extrêmement précieux dans la récupération, mais aussi dans la relance. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est peut-être la défense. Sommes-nous vraiment stables derrière? On sent des fois que Hugo Lloris est un petit peu fébrile dans ses relances au pied. On sent aussi que Varane n'a plus autant d'assurance qu'il n'a pu l'avoir peut-être il y a 2-3 ans. Upamecano a fait une erreur de main contre la Pologne qui aurait pu être quand même évitable. Donc il va vraiment falloir renforcer un petit peu plus l'état d'esprit pour éviter tout problème ou tout débordement anglais samedi prochain. Donc voilà, ce match-là est sûrement le match le plus équilibré de ces quarts de finale où la qualité est omniprésente sur le terrain. Mais aujourd'hui, la France va devoir passer ce cap, va devoir sortir le croc et j'espère vraiment qu'elle va pouvoir remporter ce match 2-1 et éliminer les Anglais une bonne fois pour toutes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos pronostics pour ces quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux. Et nous on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous, salut!